Le Canada, l'un des alliés les plus proches et les fidèles des États-Unis, envisage de rejoindre le bloc des BRICS. Ce qui, il y a quelques mois à peine, paraissait un bruit de couloir irréaliste s'est aujourd'hui transformé en partie intégrante de négociations confirmées par des sources diplomatiques et parlementaires. Ottawa, partenaire clé au sein de l'OTAN, membre du G7 et voisin immédiat de Washington, étudie l'idée de s'aligner sur une alliance dirigée par la Chine, la Russie, le Brésil, l'Inde et l'Afrique du Sud, un bloc que la Maison-Blanche a officiellement qualifié de menace directe à l'ordre mondial. Si cette initiative se concrétise, ce ne sera pas un simple geste symbolique, ce sera un séisme géopolitique capable d'ébranler l'architecture mondiale établie après la Seconde Guerre mondiale. À Washington, le bureau ovale sentait le marqueur indélébile. Donald Trump, de retour à la Maison-Blanche, était prêt à réactiver un slogan qu'il jugeait infaillible. « Si tu tapes assez fort, ton adversaire recule ». Il a signé un décret exécutif d'une portée considérable, remettant en cause tous les tarifs préférentiels accordés à l'Amérique du Nord. Le Canada fut la première cible. 24 heures plus tard, les ports de Vancouver recevaient la nouvelle d'une taxe subite sur le sapin blanc. Les hauts fourneaux de Hamilton réévaluaient leur coût suite à une surtaxe sur l'acier. Les producteurs de lait du Québec anticipaient des pertes qui se transformèrent en gros titres avant même que les vaches ne quittent l'étable. Marc Carney, Premier ministre et vieux renard des marchés, convoqua d'urgence son cabinet dans une salle sans fenêtre. Sur la table, les téléphones vibraient et sans cesse. Banquiers, gouverneurs, syndicats, tous exigèrent des explications. Carney la livra avec une phrase qui s'inscrivit dans la mémoire collective. « Ne confondons jamais voisinage et garantie. Si la porte d'à côté se ferme, nous chercherons une issue qui ne dépend pas d'un seul verrou. » Quelques minutes plus tard, des documents cryptés furent envoyés vers 4 destinations inhabituelles pour la diplomatie canadienne. Singapour, Dubaï, Shanghai et Zurich. La riposte d'Ottawa ne serait pas grandiloquente. Elle serait méthodique, silencieuse et surtout diversifiée. À Marina Bay, l'air humide se mêlait au cliquetis des glaçons pendant que 2 délégations s'efforcèrent d'éviter tout salut public. Le Canada proposait des ponts, la Chine offrait des autoroutes, on parlait de lignes ferroviaires de Prince Rupert à Qingdao, de réseaux 5G contournant les vétos américains, d'un swap de 50 milliards en yuan et en dollars canadiens pour sécuriser le commerce. Aucune photo ne fut prise, juste une entente tacite que la discussion se poursuivrait. Personne à Ottawa ne le savait encore, mais cette réunion posait la première pierre d'un trajet traversant le Pacifique sans passer par Washington. Trump, sourd aux murmures asiatiques, affinait son marteau tarifaire. Outre les taxes sur l'aluminium et le bois, il imposa une surtaxe de 10% sur les médicaments génériques produits au Québec. L'impact se fit ressentir sur des milliers de kilomètres de frontières. Des hôpitaux ruraux du Dakota du Nord alertèrent sur une pénurie imminente de leur stock, mais la Maison-Blanche insista. La douleur serait passagère et le patriotisme, un antidouleur suffisant. Pendant ce temps, Carney envoyait d'autres négociateurs à Dubaï, où un comité discret d'Inde et du Brésil les attendait. Les discussions gagnèrent en profondeur. Approvisionnement en uranium de la Saskatchewan pour des réacteurs à Bangalore pour 15 ans. Installation d'un bureau de Petrobras à Toronto, financé en réal et en yuan. Coopération avec l'Afrique du Sud dans l'exploitation des terres rares. Chaque signature virtuelle envoyait un message clair. L'économie mondiale ne tourne plus uniquement autour d'un dollar omnipotent. Alors que les anciennes connexions se resserraient, de nouveaux câbles sous-marins apparaissaient sur des cartes confidentielles. Des ingénieurs chinois montrèrent aux Canadiens des simulations de la route de la soie polaire. Des navires qui, grâce au dégel, contourneraient l'Arctique pour atteindre l'Europe sans passer par des ports américains. Cette vision fascina Ottawa et glaça l'armée américaine. Un rapport classifié décrivit le projet comme « la plus grande transformation de l'échiquier arctique depuis la guerre froide », recommandant le déploiement de radars supplémentaires en Alaska. Le Congrès exigea des explications. Le Pentagone répondit par des propos vagues et un budget en hausse. La tempête médiatique éclata lorsque Bloomberg divulgua la réunion de Zurich. 11 heures, précises, dans une salle blindée d'une banque suisse, durant lesquelles le Canada envisageait ouvertement de passer du statut d'observateur à celui de membre à part entière des BRICS. Ce document de 20 pages formait un puzzle de clauses sur des paiements en devises locales, des quotas à la Banque de développement et un plan pour convertir une partie des réserves canadiennes en yuan. La Maison-Blanche réagit avec colère. « Si le Canada s'approche de nos adversaires, nous écraserons son économie », tonne Trump depuis le Jardin des Roses. Les bourses s'effondrèrent dans la panique. Magna et Linamar perdirent près de 10% en une seule après-midi. Suncor dévala suite à des rumeurs de tarifs de 35% sur les produits dérivés du pétrole canadien. Ottawa, loin de se laisser intimider, prit une décision symbolique qui résonna dans les couloirs de l'ONU. S'abstenir sur une résolution contre Pékin.
Pour la première fois, le Canada ne votait pas avec les États-Unis sur un dossier sensible pour la Chine. La photo de l'ambassadeur fixant le plafond alors que son homologue américain cherchait désespérément son soutien fit le tour des réseaux comme preuve irréfutable que la fracture était réelle. Washington déclara une nouvelle série de sanctions. Ottawa laissa entendre qu'il limiterait les exportations de terres rares, essentielles à l'industrie technologique de la Silicon Valley. La bataille n'était plus verbale, elle pénétrait les fondements du XXIe siècle. À Calgary, loin de la scène politique, des techniciens chinois supervisaient le remplissage de réservoirs stratégiques de pétrole issus des sables bitumineux. Le contrat a été payé en yuans numériques, convertibles sur 5 ans. Quand la nouvelle éclata, les analystes de Wall Street comprirent que quelque chose d'irréversible était en train de se produire. Le dollar, pierre angulaire du commerce énergétique, commençait à partager la scène avec son rival le plus déterminé. JP Morgan adressa alors une note urgente à ses clients. Surveillez votre exposition au cadet au RMB. Volatilité imminente. À l'aube du 11 janvier, des avions commerciaux et des jets gouvernementaux atterrissaient à Rio de Janeiro dans une moiteur tropicale. À 9h15, un convoi canadien se fraya un chemin par l'entrée latérale du centre de convention. Aucun commentateur ne réussit à décrire l'instant sans tomber dans l'hyperbole. Le Canada, pays synonyme depuis des décennies de stabilité occidentale, franchissait le seuil d'un bloc né pour contester la primauté atlantique. À Washington, les téléphones d'urgence sonnèrent comme si toutes les alarmes d'un sous-marin avaient été activées. Mais l'image faisait déjà le tour de la planète. Chrystia Freeland, arborant le drapeau canadien sur le revers de sa veste, serrait la main du ministre russe des Affaires étrangères. Sans prononcer un mot, la photo racontait un demi-siècle d'histoire. À l'intérieur, le document final attendait dans des enveloppes scellées. Il n'était pas nécessaire de le lire pour en comprendre les lignes directrices. Accès progressif à la banque de développement, adoption de systèmes de paiement en monnaie locale, coopération multilatérale dans l'Arctique et la phrase qui glaça le sang de certains diplomates occidentaux. Explorer des mécanismes de règlement énergétique découplés du dollar. Le murmure des traducteurs simultanés se mêlait au bourdonnement des caméras, tandis qu'un groupe de journalistes tentait de deviner si le monde qui naissait allait balayer, d'un coup, l'ère de Bretton Woods. Quelques heures plus tard, la Maison-Blanche annonça qu'elle évaluait toutes les options. Expression que beaucoup interprétèrent comme un euphémisme pour masquer la confusion. Le département du Trésor publia un bulletin technique alertant sur des tensions dans la fourniture de liquidités transfrontalières, pendant que la Réserve fédérale surveillait des mouvements inhabituels dans des comptes miroirs de banques canadiennes. À Calgary, pourtant, le soleil brillait sur de nouvelles installations où ingénieurs canadiens et chinois exploraient les horizons de l'hydrogène vert. À Montréal, des startups en intelligence artificielle célébraient des levées de fonds soutenues par des capitaux venus de Singapour. Et à Toronto, les gros titres ne demandaient plus si c'était possible. Ils voulaient savoir à quelle vitesse le balancier allait se déplacer. En quelques mois, l'effet domino atteignit l'Europe. À Paris, une coalition de partis de gauche proposa un projet visant à diversifier les réserves en monnaies émergentes. À Rome, la première ministre parla de flexibilité à l'ère multipolaire. À Londres, un think tank conservateur suggéra la création d'un corridor commercial double, capable de dialoguer à la fois avec Washington et Pékin sans se soumettre à l'un ou à l'autre. Derrière chaque discours planait une ombre. L'image du Canada franchissant cette porte, déclarant que la loyauté aveugle n'était plus rentable. Et c'est peut-être là la conclusion la plus inconfortable pour ceux qui dessinèrent le système en 1945. La fidélité fondée sur l'hégémonie s'effrite lorsque cette hégémonie vacille. Donald Trump voulut réaffirmer la grandeur en punissant un allié fiable. Il finit par le pousser vers un bloc qui redessine la géométrie du pouvoir. Le Pentagone recalibre encore ses radars dans l'Arctique. Le Congrès débat de clauses de sécurité que l'on croyait intouchables et les marchés apprennent une leçon que les manuels d'économie n'enseignent pas. La certitude est une ressource périssable. Le Canada, de son côté, découvre que l'horizon est plus vaste que sa frontière sud et que le risque de l'indépendance peut être moindre que le coût de l'obéissance. L'ancien jeu des alliances a changé de plateau. Et cette fois, la feuille d'érable n'attend plus d'instructions. Elle écrit son propre manuel.